Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de maladie d'Alzheimer, de la génétique dans la maladie d'Alzheimer et de cellules souches, mais plus comme d'un outil pour comprendre les mécanismes biologiques associés aux facteurs de risque dans la maladie d'Alzheimer. Donc on n'est pas dans des aspects thérapeutiques. Alors, je vais commencer par vous redonner quelques informations sur la maladie d'Alzheimer. Ensuite, on verra effectivement comment est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on peut faire avec les cellules iPS, les fameuses cellules souches. Et après, une fois qu'on aura toutes ces informations, je vous décrirai des travaux qu'on a réalisés au laboratoire qui utilisent justement ces fameuses cellules iPS. Alors, la maladie d'Alzheimer, quelques chiffres, vous le savez, je pense, c'est la forme la plus fréquente de démence, avec plus d'1 million de personnes en France atteintes de maladie d'Alzheimer et plus de 225 000 nouveaux cas diagnostiqués par an. Et parmi ces cas, à peu près 60% de femmes, donc un petit peu plus de femmes que d'hommes. D'ici 2050, on estime que ces chiffres vont doubler, notamment à cause du vieillissement de la population, puisqu'en effet, à peu près 16% des octogénaires et 41% des nonagénaires sont touchés par cette maladie. Alors, une petite précision à ce niveau, on parle souvent de la maladie d'Alzheimer comme une maladie du sujet âgé, mais il est important de savoir que cette maladie survient aussi, dans certains cas, de manière beaucoup plus précoce, et qu'en France, on a à peu près 30 000 patients actuellement qui ont déclaré une maladie d'Alzheimer avant l'âge de 60 ans. Donc c'est aussi une maladie du sujet jeune. Dernier chiffre, si on compte le nombre de patients, mais aussi les proches aidants, qui sont des personnes très importantes, on est à peu près à 3 millions de personnes qui sont directement concernées par la maladie d'Alzheimer, donc ce qui en fait vraiment un problème de santé publique majeur. Alors cette maladie, elle a été décrite en 1906 par le docteur Alois Alzheimer chez cette patiente, et en général, elle commence par des troubles de la mémoire. Puis survient d'autres troubles cognitifs, comme la difficulté à reconnaître les objets, les visages, difficulté à réaliser des gestes au quotidien, difficulté à trouver des mots. Et puis, en plus de ces troubles cognitifs, on va avoir des troubles du comportement, comme de l'anxiété, dépression, changement d'humeur ou agitation. Et en fonction des personnes, l'ordre d'apparition de ces différents troubles, leur sévérité, leur progression peut varier. Alors, c'est une maladie, vous le savez, qui est une maladie neurodégénérative, donc avec une perte progressive des neurones, et qui va se traduire dans les stades avancés de la maladie par une perte drastique de la matière cérébrale. Vous voyez le cerveau d'un patient Alzheimer qui est beaucoup plus petit qu'un cerveau sain. Alors, il y a eu de très nombreuses études de réaliser pour essayer de comprendre ce qui se passait, qui était responsable de ces processus de neurodégénérescence. Et donc, ces études ont pointé vers deux coupables, deux responsables, même si actuellement, on ne sait toujours pas exactement comment ça se passe. Ce sont donc les protéines tau et le peptide A-bêta. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les protéines tau et A-bêta, ce sont des protéines qui existent naturellement dans les cellules du cerveau et qui sont même essentielles au bon fonctionnement de nos cellules. Mais dans certains cas, ces protéines vont être modifiées et elles vont devenir toxiques pour nos cellules. Elles vont se mettre à se coller entre elles pour former des agrégats qu'on va retrouver soit dans les neurones, c'est ce qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires, qui sont constituées donc de protéines tau anormales, et les plaques séniles, qui sont constituées de peptides A-bêta. Et c'est vraiment la présence de ces deux lésions qui marque le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Alors, on reviendra un petit peu plus loin dans la présentation sur les plaques séniles et A-bêta. Cette maladie, elle est dite multifactorielle, parce que finalement, la survenue d'une maladie d'Alzheimer, c'est le résultat d'une interaction complexe entre différents facteurs, parmi lesquels des facteurs modifiables, donc ça va être les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, le tabac, l'alcool. Ces facteurs donc confèrent un risque plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer, et ils sont dits modifiables parce que la plupart sont liés à notre mode de vie, et donc on peut agir au moins sur certains. Et donc ces facteurs modifiables s'opposent à des facteurs non modifiables sur lesquels malheureusement on ne pourra pas faire grand-chose, comme l'âge,
le sexe, homme ou femme. On a vu qu'il y avait un petit peu plus de femmes que d'hommes de toucher. Et puis, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, les facteurs de risque génétiques. En effet, on sait maintenant que les facteurs génétiques jouent un rôle important dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Notamment grâce à cette étude de Gass en 2006. En fait, ce qu'avait fait l'auteur, c'est qu'elle avait comparé deux populations de jumeaux. Des faux jumeaux qui vont partager uniquement 50% de leur patrimoine génétique et des vrais jumeaux qui vont avoir un patrimoine génétique identique. Et donc, dans ces deux populations, elle a regardé le nombre de fois où les deux individus vont développer une maladie d'Alzheimer. Et ce qu'elle a pu montrer, c'est que dans la population des faux jumeaux, il y a une concordance entre 19 et 41%, ça dépend des études, et que ce pourcentage, augmente de manière très importante dans la population des vrais jumeaux, puisqu'on atteint 45 à 61%. Ce qui veut dire qu'il existe des variants génétiques de prédisposition, c'est-à-dire qu'il existe des facteurs génétiques qui contribuent, qui augmentent le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Alors attention, ici on parle de facteurs de risque, on ne parle pas de forme héréditaire, c'est-à-dire que les personnes vont être différentes dans leur patrimoine génétique, il va y avoir des anomalies, des fautes d'orthographe, mais ce n'est pas parce qu'on va porter cette faute d'orthographe qu'à coup sûr on va développer une maladie d'Alzheimer, et ce n'est pas parce qu'on ne porte pas cette faute d'orthographe qu'on ne va pas développer de maladie d'Alzheimer. C'est vraiment cette notion de facteurs de risque. On va augmenter le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et grâce aux nouvelles technologies d'analyse du génome humain, il y a eu énormément de progrès ces dernières années, on connaît maintenant 76 régions chromosomiques et ou gènes qui sont associés, lorsqu'ils sont altérés, à un risque fort à modéré de développer une maladie d'Alzheimer. Parmi lesquels, je reviens en arrière, je suis désolée, voilà, voilà, le gène SORL1, dans lequel on va revenir un petit peu tout à l'heure. Ça veut dire qu'actuellement, en 2024, on connaît donc 76 facteurs de risque qui sont donc plus souvent altérés dans les populations de malades d'Alzheimer par rapport à la population contrôle. Donc ça, c'est déjà une avancée énorme. Par contre, le défi majeur, enfin l'un des défis majeurs actuels dans la recherche contre la maladie d'Alzheimer, ça va essayer de comprendre comment ces facteurs de risque, comment ces altérations, comment ces anomalies génétiques, du point de vue cellulaire, contribuent au développement de la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est là où nous, en tant que biologistes, nous intervenons donc, au laboratoire, donc, avec cette question. Donc, nos collègues généticiens arrivent avec leur liste de facteurs de risque, et donc nous, on va essayer de comprendre comment ces facteurs de risque contribuent du point de vue biologique au développement de la maladie. Alors, pourquoi c'est important de faire ça ? Bien, déjà, la première réponse, ça va être qu'on va amener de la connaissance dans les processus physiopathologiques qui sont impliqués dans l'apparition et la progression de la maladie. C'est-à-dire que comprendre comment ces facteurs de risque agissent, ça va nous permettre de mieux connaître la maladie. Autre conséquence, ou en tout cas pourquoi c'est important de le faire, c'est que ça va nous permettre d'identifier des nouvelles cibles d'intérêt thérapeutique. Et puis, c'est une aide à la pratique médicale courante pour le conseil génétique, pour le diagnostic et puis pour des essais thérapeutiques préventifs. Alors, le problème, quand on veut réaliser ce genre d'expérience, la première question qu'on va se poser en tant que biologiste, c'est dans quel modèle d'étude on va réaliser ces expériences. Et ce que l'on souhaite, évidemment, c'est utiliser un modèle qui soit au plus proche de la réalité biologique du patient, puisque ce que l'on veut, c'est avoir des résultats qui soient pertinents, évidemment, pour le patient. Et donc, dans un monde idéal, quand on s'intéresse à la maladie d'Alzheimer, on aurait besoin de travailler avec des neurones, avec des cellules gliales, avec les cellules du cerveau. Mais vous imaginez bien qu'en termes d'accessibilité, c'est presque impossible, en fait, en tout cas, c'est pas simple. On n'est pas comme sur des cellules sanguines où on va pouvoir faire des prélèvements simples par des prises de sang ou prélever des petits bouts de peau par biopsie. Et donc, pendant longtemps, ça a été un vrai frein à ce type de recherche, jusqu'au moment où sont apparues les cellules souches pluripotentes induites ou cellules iPS.
Alors, ces cellules, elles ont été développées par le docteur Yamanaka. C'est une publication de 2009 avec un prix Nobel en 2012. Et avant de vous montrer comment est-ce qu'on produit ces cellules souches et ce qu'on peut en faire, on va revenir juste un instant en arrière. Donc, vous savez, on est tous issus d'une cellule unique. Et donc, dans les premiers stades, cette cellule, elle va se diviser très rapidement et de très nombreuses fois pour arriver aux quelques 100 000 milliards de cellules qui nous constituent. Au tout début de ces divisions, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ces cellules, elles sont dites totipotentes ou pluripotentes. Ce que ça veut dire, c'est que ces cellules, elles sont capables d'adopter différents destins cellulaires. Elles peuvent devenir des neurones, des cellules sanguines ou des cellules intestinales. Enfin, il y a 200 types différents de cellules dans notre organisme. En fait, elles peuvent donner tous les tissus. Et une fois que ces cellules, par contre, sont engagées vers un destin cellulaire, une fois qu'elles sont devenues des neurones ou des cellules sanguines, elles ne peuvent plus faire machine arrière. D'accord ? Et grâce aux travaux du docteur Yamanaka, eh bien maintenant, dans les laboratoires, on est capable, à partir de cellules spécialisées, donc ça peut être des cellules de peau, des cellules sanguines, de les forcer à revenir vers cet état de cellules souches de type embryonnaire, ce qu'on appelle les cellules iPS. Donc, je ne détaillerai pas, mais en fait, on leur fait exprimer différents facteurs et en fait, on les reprogramme ou on les déprogramme vers un état de type embryonnaire. Et donc, l'intérêt de ça, c'est qu'on va avoir donc, dans des boîtes des cellules humaines qui vont proliférer, qui vont se multiplier de manière active. Donc, on va avoir beaucoup de matériel pour travailler. Donc, ça, c'est un énorme avantage. Et surtout, on va avoir des cellules maintenant qui, de nouveau, peuvent donner différents types cellulaires. Et donc, une fois qu'on a ces cellules, donc ce sont des cellules dans des boîtes, donc il faut les nourrir, on leur met des milieux de culture, des petites molécules. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en choisissant de manière pertinente les molécules, le milieu nutritif qu'on va mettre sur ces cellules, on va pouvoir cette fois-ci les forcer à adopter un destin cellulaire. On va pouvoir les obliger à devenir des neurones ou des cellules microgliales. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse puisqu'on va chercher à avoir des cellules du cerveau, mais on pourrait aussi faire des cellules cardiaques, des cellules rétiniennes, des cellules de muscles. En fait, on peut faire finalement, peut-être pas tous les types cellulaires, mais une très grande variété de types cellulaires. Et donc, grâce à ces cellules iPS, on peut maintenant produire dans nos boîtes en culture donc des neurones humains et avoir à disposition un modèle qui soit pertinent par rapport à la maladie d'Alzheimer. Alors, avec ces outils, eh bien, on peut maintenant aborder la question des conséquences biologiques des facteurs génétiques, puisque tout simplement, entre guillemets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des cellules iPS normales, des cellules iPS dans lesquelles on va avoir la présence de la variation génétique identifiée chez les patients et pour lequel on va vouloir comprendre comment elle influence l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Et puis, on va produire des neurones ou des cellules microgliales et tout simplement en comparant les deux types cellulaires avec ou sans la variation, on va pouvoir étudier donc l'impact de ces variations génétiques sur le développement, le fonctionnement, la survie des cellules, la pathologie à bêta et tau, et puis d'autres questions qu'on pourrait adresser. Donc en fait, on va juste comparer avec ou sans la variation génétique. Alors, avant de vous illustrer ce qu'on a fait concrètement au laboratoire, je vais juste vous préciser comment on obtient les cellules iPS avec la variation génétique. Parce que pour les cellules normales, donc ça, on les a à disposition au laboratoire. Donc, pour la variation génétique, on a deux possibilités. Soit on va faire une biopsie chez un patient Alzheimer, le patient chez qui on a identifié la variation génétique, et on va produire les cellules iPS correspondantes. Malheureusement, dans la très grande majorité des cas, soit le patient ne le souhaite pas faire cette biopsie, soit il habite très très loin, soit malheureusement il est décédé, et donc on n'a pas accès directement au tissu du patient. Et donc dans cette situation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les fameux ciseaux moléculaires, dont je pense que vous en avez entendu parler, la technologie CRISPR-Cas9, donc un travail qui a été fait notamment
enfin un outil qui a été développé notamment par Emmanuel Carpentier, donc pareil, prix Nobel en 2020. Et donc, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de nos cellules normales qui sont à disposition au laboratoire, et dans ces cellules, on va faire rentrer une enzyme qui s'appelle la Cas9, qui est une enzyme qui a la propriété de pouvoir couper l'ADN. D'accord ? Et quand une cellule a son ADN qui est coupé, en fait, elle n'aime pas ça du tout. Elle va réparer cet ADN. Et elle a des mécanismes naturels qui vont lui permettre de réparer cet ADN. Normalement, ce qui va se passer si on ne fait que ça, c'est que la cellule va réparer à l'identique, c'est-à-dire elle va réparer pour qu'on ait de nouveau un ADN sauvage. Mais comme on est astucieux, en plus de la Cas9, on va insérer en même temps un petit morceau d'ADN sur lequel on a mis la variation génétique que l'on souhaite intégrer. D'accord ? Et donc, la cellule, quand elle va réparer, eh bien, la plupart du temps, elle va prendre pour réparer la copie normale de la séquence ADN, mais dans certains cas, elle va se tromper et elle va utiliser le petit ADN étranger pour faire sa réparation. Et donc, elle va se tromper, et donc, malgré elle, on pourrait dire, elle va insérer dans son génome la variation génétique d'intérêt, celle qu'on avait identifiée chez le patient. D'accord ? Et comme ça, on va pouvoir obtenir des cellules iPS dans lesquelles on va avoir la modification génétique que l'on souhaite étudier et qui avait été identifiée chez le patient. Donc, avec tous ces outils, eh bien, on va pouvoir effectivement maintenant avoir nos deux types cellulaires avec ou sans la variation génétique et adresser les questions biologiques. Alors, comment est-ce que nous avons utilisé cette stratégie au laboratoire ? Donc, au laboratoire, on s'intéresse au gène SORL1. Donc, c'est un facteur de risque génétique de développer la maladie d'Alzheimer qui a été identifié au laboratoire. Vous voyez donc que les analyses génétiques, en fait, montrent que des anomalies dans ce gène sont plus souvent retrouvées chez les patients Alzheimer que chez les patients en contrôle, donc ce qui signe le caractère facteur de risque de ce gène. Alors, quand on a identifié ce gène, en fait, dans la littérature, il y avait déjà des informations, et notamment des informations qui reliaient le gène SORL1 et la pathologie Alzheimer. Ce qui avait été montré, c'est que physiologiquement, naturellement, dans nos cellules, le gène SORL1 est protecteur. Il est protecteur dans le sens où son rôle, sa fonction, ça va être de limiter les quantités de peptides A-bêta dans nos cellules. Et vous vous rappelez, le peptide A-bêta, c'est lui qui devient toxique et qui permet la fabrication de ces plaques séniles. D'accord ? Donc, il est protecteur dans le sens où il va baisser les quantités de peptide A-bêta. Et ça, on peut le voir assez facilement sur ces deux figures que j'ai prises dans cette publication de Dodson. Donc là, en fait, c'est des images qui correspondent à un dosage des quantités d'A-bêta chez des souris. Et donc là, vous avez une souris normale qui a ces deux copies du gène SORL1, donc elle produit 100% de SORL1. Ici, vous avez une souris pour laquelle une copie du gène a été invalidée, donc elle produit uniquement 50% des quantités de SORL. Et ici, 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de SORL. La souris, elle n'a plus du tout de SORL dans ses cellules. Et vous voyez que dans ces cas-là, la quantité d'A-bêta augmente. Donc quand on enlève SORL, on augmente la quantité d'A-bêta. Non seulement on augmente les quantités d'A-bêta, mais en plus on favorise la formation des plaques séniles, puisque là vous avez une souris avec 100% de protéines SORL1, donc voilà, tout est normal. Elle produit quelques plaques séniles, et si dans une souris vous invalidez, vous supprimez complètement la production de la protéine, vous voyez que cette plaque sénile que l'on voit ici en brun, en fait le nombre augmente. Donc normalement, physiologiquement, il faut SORL pour limiter les quantités d'A-bêta. Alors, sachant ça, au laboratoire, on revient sur nos données du laboratoire, donc nous avons identifié de très très nombreuses variations génétiques, anomalies génétiques dans le gène SORL1 chez des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Parmi lesquelles, des variations génétiques qui sont dites faux sens. Donc, je vais peut-être vous redonner quelques informations sur les mutations faux sens. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde évident. Donc,
ici, je vous ai représenté une protéine de manière vraiment très simplifiée. Donc, une protéine, hein, c'est un assemblage de petits blocs qu'on appelle les acides aminés, d'accord? Et on va les accrocher les uns derrière les autres, ok? Et pour qu'une protéine soit efficace, pour qu'elle puisse exercer sa fonction dans nos cellules, il est important qu'il y ait des acides aminés qui soient organisés, enfin, l'identité de chaque acide aminé et l'ordre dans lequel ils vont être accrochés les uns aux autres est absolument essentiel. Pour fabriquer nos protéines, la cellule, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser notre patrimoine génétique. L'information est codée par notre patrimoine génétique et c'est ça que la cellule va utiliser pour fabriquer les protéines. Chez les patients pour lesquels on a des variations, notamment dans le gène SORL, il va y avoir une faute d'orthographe, une erreur dans le patrimoine génétique. Et ça va se répercuter au niveau de la protéine, puisque quand elle va lire l'ADN, elle va, l'information n'est plus la même, et donc en fait ce qui va se passer concrètement, c'est qu'au lieu de accrocher à cet endroit-là un acide aminé, là que j'ai matérialisé par un petit rond orange, elle va mettre un autre acide aminé matérialisé ici en rouge. Ce que je veux dire, c'est que cette faute d'orthographe au niveau de l'ADN va avoir des répercussions également au niveau de la protéine, d'accord? Donc l'ADN est muté et la protéine également est mutée. Et la conséquence de ça, c'est que la cellule va produire une protéine qui n'est pas strictement identique à celle qui est normale, et donc il va y avoir des erreurs dans cette protéine. Je ne sais pas si c'est très clair. Ça va? Tout le monde me suit pour l'instant? Donc la question que nous on va se poser, et la question que nous posent nos collègues médecins, c'est chez ces patients, j'ai des variations génétiques, il va y avoir un impact sur la protéine, mais est-ce que cette protéine est encore fonctionnelle? Est-ce qu'elle est toujours capable d'assurer sa fonction par rapport à A-bêta dans nos cellules? Alors, pour faire ça, j'ai pris juste deux exemples, deux variants au nom un petit peu barbare, le R332W et la 654W. Et donc, par la technologie CRISPR, on a introduit ces variations identifiées chez des patients dans le génome de cellules iPS et on a vérifié qu'on avait bien été capable de modifier le patrimoine génétique de ces cellules pour introduire les variations. Donc, ça nous a permis d'obtenir trois types de cellules, les cellules normales, les cellules avec la variation 332, les cellules avec la variation 654. Et ensuite, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a cultivé nos cellules et on a dosé les quantités de peptides A-bêta. Et ce que l'on a vu, c'est que par rapport à une situation normale, qui a été mise arbitrairement à 100, eh bien, pour les cellules qui expriment les variations 332, 654, vous voyez que les quantités d'A-bêta sont augmentées par rapport à la normale. Donc, ça veut dire que le fait de porter cette variation 332 ou 654 a un impact sur les quantités d'A-bêta. Et donc, ça nous a permis d'établir un lien direct entre la présence de ces variations et la pathologie A-bêta, et donc le risque de développer la maladie d'Alzheimer. D'accord ? Donc ça, déjà, c'était une avancée importante, et pour nos collègues médecins, ça permet d'aider au diagnostic. Alors, on a voulu aller un petit peu plus loin parce que, bon, ok, ça a augmenté A-bêta, mais pourquoi et comment? Parce que finalement, notre cellule, elle produit des protéines. Il y a une seule petite erreur dans ces protéines. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer que finalement, ces protéines ne soient plus fonctionnelles? Alors, l'hypothèse qu'on a testée, on a fait plusieurs, mais je vais aller directement à celle qui a fonctionné. Donc, les protéines, dans nos cellules, en fait, il y en a, on ne sait même pas exactement combien il y a de protéines. Les estimations restent assez larges. On est entre 60 000 et 100 000 protéines différentes. Pour qu'une protéine puisse assurer sa fonction dans nos cellules, donc non seulement il faut qu'elle soit produite, il faut qu'elle ait une structure en 3 dimensions qui soit correcte, mais aussi, très important, il faut qu'elle soit au bon endroit dans la cellule. En fait, la cellule, elle est représentée ici de manière très, très simplifiée. Vous avez la membrane plasmique qui va entourer la cellule avec son noyau. Et en fait, à l'intérieur, il va y avoir une multitude de compartiments. C'est comme une maison avec plein de petites pièces. D'accord ? Et ces compartiments, ils vont dépendre les uns des autres et ils vont communiquer entre eux. Et pour la protéine SORL, ce qu'on sait,
c'est qu'elle est fabriquée dans un compartiment qui s'appelle le réticulum endoplasmique. Et ensuite, elle va devoir voyager à travers ces compartiments pour rejoindre le compartiment qu'on appelle les endosomes précoces, et c'est sa destination finale. C'est absolument essentiel qu'elle soit ici pour assurer sa fonction pour limiter les quantités de peptides A-bêta. Et donc l'hypothèse, c'était que finalement, on a de la protéine, mais peut-être qu'elle n'est pas au bon endroit dans la cellule. Et ça pourrait expliquer pourquoi on a des conséquences sur A-bêta. Alors, pour tester ça, on a fait des expériences d'immunofluorescence. Vous en avez vu un petit peu aussi dans les différentes présentations. Donc, juste brièvement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos cellules, d'accord, et sur nos cellules, on met des anticorps. Les anticorps, ça va être des protéines, c'est aussi des protéines, qui vont se fixer de manière très spécifique sur une cible. Donc, on a pris un premier anticorps, ici, sur lequel on a accroché des fluorophores qui vont donner une lumière verte. Et cet anticorps, il reconnaît les protéines SORL. Donc, à chaque fois qu'il y aura une protéine SORL dans la cellule, il va se fixer dessus et on pourra le voir grâce à la lumière verte. Et puis, on a mis un deuxième anticorps, qui est représenté ici, sur lequel on a accroché des fluorophores qui vont donner une lumière rouge. Et lui, il est spécifique des endosomes. D'accord ? Donc, tous les endosomes de la cellule, donc le site, la destination finale de SORL, seront colorés en rouge. Et ensuite, il suffit de superposer les deux images, la verte et la rouge, et on va quantifier le nombre de fois où le signal vert sera au même endroit que le signal rouge. Ça nous indiquera que la protéine SORL est bel et bien dans les endosomes. Et toutes les autres fois où le signal vert ne colocalisera pas, ne sera pas au même endroit que les cellules, que le marquage rouge, ça nous dira que c'est bien du SORL, mais il n'est pas dans les endosomes. D'accord ? Et donc, on obtient ce genre d'image, donc avec un marquage vert, un marquage rouge. Et bon, ces images sont traitées. Et donc, ce que l'on a pu observer, donc, sur ce graphe, vous avez ici les cellules sauvages. Et cette petite boîte à moustache, en fait, ça représente le nombre de fois où le rouge était au même endroit que le vert. Donc, la protéine SORL qui était dans les endosomes. Et ce qu'on voit, c'est que dans les cellules qui portent les variations génétiques identifiées chez les patients, ce signal diminue, ce qui nous montre que ces protéines ne sont pas localisées correctement dans les endosomes. Alors, il y en a, mais il nous en manque. D'accord ? Donc, ce qu'on a pu mettre en évidence comme ça, c'est que la présence de ces variations vont impacter le transport de la protéine, ce qui va conduire à un manque de protéines dans les endosomes. Alors, quand même, on a été jusqu'au bout de l'histoire, puisque la protéine, elle est produite, sauf qu'elle n'est pas dans les endosomes. Donc, évidemment, on s'est posé la question de où est-ce qu'elle est. Et on a réalisé, donc notre hypothèse, c'était qu'elle était possiblement coincée quelque part entre son site de production et puis sa destination finale. Et donc, on a fait le même genre d'expérience avec un anticorps, cette fois-ci, qui va marquer le réticulum endoplasmique, donc là où la protéine est produite. Et ce que vous pouvez voir, c'est que cette fois-ci, notre signal augmente, ce qui traduit une augmentation des protéines SORL dans le réticulum endoplasmique. Donc, pour résumer, ce qui se passe dans nos cellules et très certainement dans les cellules des patients, c'est que donc, dans une situation normale, la protéine, elle est produite, elle va aller dans les endosomes et elle est capable à ce moment-là de contrôler les niveaux d'A-bêta. Et dans les conditions pathologiques, lorsqu'il y a des variations, eh bien, cette protéine, elle est retenue dans le réticulum, dans le site de production, et elle ne peut pas atteindre les endosomes. Elle n'est plus donc capable de contrôler les niveaux d'A-bêta. Donc, on va avoir une augmentation d'A-bêta dans nos cellules et donc un risque supplémentaire de développer des formes toxiques et des plaques séniles et donc de contribuer au développement d'une maladie d'Alzheimer. Donc, grâce à nos cellules iPS, on a vraiment pu décortiquer le mécanisme associé aux variations génétiques identifiées chez les patients et établir un lien vraiment direct avec le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Alors, pour finir, peut-être le message à retenir de tout ça, ou les messages, c'est que clairement maintenant, on sait que les facteurs de risque génétiques jouent un rôle vraiment très important dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Alors, ce n'est pas les seuls, et avec tous les autres facteurs modifiables dont on a parlé, et que le défi majeur actuel, l'un des défis majeurs actuels dans la recherche de la maladie d'Alzheimer, c'est de comprendre comment ces facteurs participent au développement de la maladie d'Alzheimer. On en est là,
en termes de génomique fonctionnelle. Et ça a vraiment été permis grâce aux cellules souches, grâce au CRISPR. C'est vraiment des outils qui ont complètement débloqué finalement la situation. Et grâce à ces nouveaux outils, eh bien, on va vraiment pouvoir comprendre de manière beaucoup plus précise ce qui se passe dans le cerveau, comprendre ce qui se passe dans le cadre de cette maladie, et puis identifier ce que je vous disais tout à l'heure, des nouvelles cibles d'intérêt thérapeutique, et puis une aide à la pratique médicale courante. Donc évidemment, tout ça au bénéfice des patients. Donc juste pour finir, donc effectivement, moi je travaille au sein de l'unité 1245, comme Marilyn, donc dans l'équipe 3, ce qu'elle mentionnait tout à l'heure. Et là, je vous ai mis les photos des personnes qui ont contribué aux travaux que je vous ai présentés aujourd'hui. Merci.